Bonjour. Il y a un attribut de la personnalité dont nous faisons un usage multi-quotidien sans peut-être nous rendre compte de la part de droit, voire de politique qu'il contient. Il s'agit du prénom. De quoi le prénom est-il le nom? Il peut être le lieu d'un affrontement politique, d'une politique d'intégration ou au contraire de stigmatisation de la part de l'État, et aussi d'une résistance insidieuse, voire déclarée, de la part des parents. Même si les règles se sont assouplies au fil des décennies, il n'empêche que le prénom reste l'objet d'un contrôle public, l'autorité judiciaire vérifiant que le prénom n'est pas ridicule ou contraire au sacro-saint intérêt de l'enfant. Il est également possible de demander à changer de prénom, de demander au juge le changement d'un prénom ou encore plus simplement de se faire appeler comme on veut. La part politique de la prénomination sera donc le thème de notre émission d'aujourd'hui avec Baptiste Coulmont. Baptiste Coulmont vient de rédiger un ouvrage publié aux éditions La Découverte et intitulé Sociologie des prénoms. Baptiste Coulmont, bonjour. Bonjour. Alors, une sociologie des prénoms, vous parlez dans votre livre d'une emprise nationale sur le prénom, une emprise nationale. Une emprise nationale sur le prénom parce que jusqu'au 18e siècle, quand des étrangers venaient en France, quand Mozart venait en France, il devenait Amadeus. Quand Leibniz venait en France, de Gottfried, il devenait Godefroy, et ça ne posait aucun problème. On francisait spontanément tous les prénoms. Les gens francisaient le prénom spontanément, d'autant plus qu'ils étaient parfois déclarés en latin dans les registres de baptême. Donc il y avait pas de notion de... Enfin, le lien entre frontières nationales et prénoms n'allait pas nécessairement de soi. Aujourd'hui... C'est une époque où, faut-il le préciser, Leibniz écrivait parfois en français. Oui. Et il pouvait signer Godefroy alors quand il parlait allemand. Il se prénommait lui-même d'un prénom français. Et donc, les choses ont changé vraiment au 19e siècle, quand des philologues, par exemple, se sont mis à établir une congruence entre la nation, la langue, mais aussi, de manière indirecte, le prénom. Mais Baptiste Coulmont, il y a aussi quand même un acteur dont vous ne parlez pas et qui est essentiel, c'est que le prénom, on l'appelait avant la Révolution le nom de baptême. Mais oui. C'était donc un acte de l'Église, l'Église qui nommait, qui prénommait, qui assignait à une identité religieuse, en quelque sorte. À une identité religieuse, et puis depuis la contre-réforme, avec la volonté d'associer un saint catholique, pour les catholiques, au prénom et à la personne. Il y a une grande part d'identification dans le prénom, et on lit dans votre ouvrage que cette référence à l'Antiquité, par exemple, des révolutionnaires, mais également des protestants avant les révolutionnaires, qui recherchent dans des prénoms bibliques, entendez, de l'Ancien Testament, une manière de se distinguer par rapport aux catholiques. Oui, et ce lien est important, cette manière de s'identifier pour les individus, mais aussi petit à petit pour l'État de contrôler l'identification possible des individus, ce qui fait que sous Napoléon, le choix des prénoms a été restreint aux prénoms en usage dans les différents calendriers. Oui. Et en usage en Antiquité. Et les prénoms de l'Antiquité. Les prénoms des personnages célèbres. Des personnages célèbres, c'est ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, se prénommer, c'est s'identifier, soit s'identifier dans le calendrier courant, soit s'identifier par rapport au passé. Mais vous parliez de Napoléon, on songe immédiatement au statut des Juifs, où l'intégration a commencé par, on pourrait dire, l'imposition autoritaire de prénoms. L'intégration et puis la citoyenneté. Il fallait que les personnes juives de l'Est de la France aient un nom et un prénom. Et donc, il a fallu les forcer à prendre un nom de famille, un patronyme héréditaire, et aussi un prénom qui soit différent de ce nom personnel, ce qui n'allait pas de soi pour ces personnes. Comment ça a été vécu par la communauté juive alsacienne? C'est essentiellement d'eux Oui, qu'il s'agissait. on ne sait pas trop comment ça a été vécu. Pour certaines personnes, ça a dû être bien vécu parce que c'était un signe d'intégration dans une citoyenneté pleine et entière. Mais d'autres ont, semble-t-il, eu des problèmes avec les officiers d'état civil, qui étaient parfois encore les curés, etc., ou les pasteurs, et des prénoms et des noms un peu ridicules ont été forcés, ont été
pris de manière forcée. C'est ça. On était assigné sur cette moquerie, cette sorte d'antisémitisme qui passe par le prénom ridicule. On viendra au prénom ridicule parce que c'est un problème majeur. Mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur ce que vous dites de la francisation. Parce que la francisation, dans le fond, c'est le même esprit. C'est l'idée que la première intégration, c'est une intégration par le prénom. Et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, on va dire, avant le 19e siècle, puisque les personnes changeaient de prénom quand ils passaient une frontière. Mais à partir du début du 20e siècle, on s'aperçoit que des personnes qui sont entrées en France avec un prénom ne peuvent plus en changer, étant donné que l'acte de naissance est maintenant fixe. Et donc, les députés, les sénateurs se sont mis à réfléchir à une manière de permettre à ces personnes de changer de prénom, alors que le prénom était immuable, il était impossible de le changer. D'où des réflexions sur la francisation qui a été très très mal acceptée par l'extrême droite, qui voyait dedans une manière d'invisibiliser des étrangers, qu'on pouvait voir par le prénom et le nom. Il n'était plus reconnaissable. Voilà. Grand thème de l'extrême droite et de l'antisémitisme de la fin du 19e, en France comme en Allemagne d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, une partie de l'extrême droite essaie de pousser les parents à donner à leurs enfants des prénoms français. C'était une des interventions de la candidate actuelle à l'extrême droite. Donc des changements, mais aussi parce que la francisation est devenue une politique d'État depuis les années 50 pour proposer au moins Est-ce qu'on ne un cherche pas changement une sorte du prénom. d'abjuration? Parce que dans le fond, des prénoms français, c'est souvent des prénoms chrétiens. Et des Donc, vieux prénoms et français. des vieux en prénoms plus. français. Donc, quand l'extrême droite demande, on pense notamment aux Français d'origine musulmane, ou aux Français musulmans, je suis navré d'employer cette expression qu'il faut bannir, des Français musulmans. Est-ce que la reconnaissance ne passe pas aussi par la reconnaissance du prénom musulman comme un prénom pleinement français? Dans les faits, c'est ce qui se passe, Bien sûr, puisque bien sûr. une partie des personnes, depuis une centaine d'années, qui naissent en France, naissent avec des prénoms arabes ou des prénoms musulmans ou des prénoms des langues africaines. Donc dans les faits, il n'y a plus de prénoms français. Si on prend les prénoms des personnes qui naissent en France, il reste que l'État établit une liste de prénoms français qui est proposée au moment de la francisation. Une liste de prénoms un peu démodés. On trouve des prénoms comme Evelyne, Isabelle, et des prénoms qui peuvent difficilement être donnés aujourd'hui à de jeunes enfants. Comment vous expliquez ça? Une sorte d'inconscient administratif. C'est une liste qui change tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais avec difficulté. Alors, vous insistez beaucoup dans votre ouvrage sur le phénomène de mode, et d'ailleurs, vous faites un diagramme extrêmement intéressant où on voit les modes qui peuvent revenir, disparaître. Je pense à Léa ou à Emma, par exemple, qui a eu une longue période, une longue traversée du désert, et l'inoxydable Marie qui va traverser les temps en se féminisant, en trouvant l'exclusivité dans le prénom féminin, alors que vous dites ça a été un prénom masculin. C'était à la fin du 19e siècle, en premier prénom, il était dans les 20 premiers. Les enfants garçons Masculin, avaient assez c'est ça. souvent Marie comme premier prénom. Bien sûr, ils ne l'utilisaient Bien pas. sûr. Bien sûr. Donc, il y a ce patrimoine de prénoms, et un patrimoine qui va beaucoup évoluer et qui nous renseigne beaucoup sur l'évolution de notre société, voire sur mais voire sur la sécularisation de la société française comme de toutes les sociétés aujourd'hui. On la voit notamment par les premiers prénoms, qui sont aujourd'hui beaucoup moins des prénoms, on va dire, de saints catholiques, même si l'Église essaie de garder un peu un lien, et on trouve sur le site de la Conférence des évêques de France, en gros, vous tapez votre prénom et vous savez à quel saint il se raccroche, parce que maintenant, le lien orthographique est un peu distendu. Ce qui signifie pas que les personnes qui ne donnent pas de prénom de saint à leurs enfants ne soient pas, par exemple, parmi les plus croyants. Je pense pas qu'on trouverait, par exemple, chez des évangéliques aujourd'hui, nécessairement un lien fort avec des prénoms de l'Ancien Testament, même si les gens peuvent être très croyants, très, très pratiquants. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a une dissociation des convictions personnelles et du prénom, le prénom étant choisi aujourd'hui Parce qu'il est beau, parce qu'il est beau. parce qu'il plaît. Et on ne donne pas aujourd'hui à ses enfants un prénom qu'on va trouver moche. On donne un prénom que l'on trouve
plaisant, de manière plaisant à l'oreille. Et qui va en même temps identifier une génération. Parce que ce qu'on voit en vous Mmh, lisant, c'est que en réalité, les modes vont varier de manière assez considérable mmh, et de manière de plus en plus oui. accélérée. Il y a une accélération du prénom, on pourrait Une dire. accélération des changements, même si il y a des grandes tendances, comme aujourd'hui la tendance à donner à ses filles des prénoms qui se terminent en A. Et donc un tiers des filles en France naissent avec un prénom qui se termine en A, ce qui est beaucoup plus important que la proportion des prénoms qui se terminaient en «ette», comme Josette, Claudette. Mais, Euh, Baptiste Coulmont, qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants s'ils estiment que leur prénom est ridicule, s'ils n'aiment pas leur prénom, ce qui est extrêmement fréquent? alors, Euh, avant que ces enfants n'aiment pas leur prénom, il y a peut-être les parents qui peuvent demander et puis qui peuvent trouver que le prénom ne va pas. Alors, Et donc, avant même, on pourrait envisager l'hypothèse qui a été tranchée par la justice il n'y a pas si longtemps, c'est hmm, des parents qui sont en désaccord, qui se séparent avant la naissance de oui. l'enfant, qui sont en désaccord sur le prénom à donner à l'enfant. Et on va retrouver, bien sûr, une dimension culturelle, voire religieuse dans ces Hmm. conflits. Et donc, la justice doit se prononcer sur un conflit privé non résolu. La plupart du temps, quand même, les parents arrivent à une sorte de consensus, ou alors arrivent à donner un premier prénom dans un sens et un deuxième prénom dans un autre sens, mais on trouve des décisions de justice qui font en sorte que le juge doit se prononcer. Et quand c'est le cas de couple mixte, par exemple d'origine nationale différente, eh bien le juge doit se prononcer dans un sens ou dans l'autre et finalement trancher sur la lignée Ce qui à est laquelle se raccroche la Ce personne. qui est extrêmement délicat, parce que dans l'affaire du petit Ahmed, qui ne s'est Mm, pas appelé Ahmed, s'appelait Brice mm, finalement dans l'affaire de Bordeaux, il fallait choisir entre Brice et Ahmed, mm, c'était choisir entre un prénom oui. français et chrétien d'origine chrétienne Mm, et un prénom musulman mm, d'origine turque. mm. Et comment ça est sorti le juge? Alors je ne me souviens plus exactement Il a comment il s'en visé, est bah, je peux sorti, vous le mais dire, il a il visé s'est... l'intérêt de l'enfant. Et il a dit, on ne constate pas un véritable investissement du père dans cet Mm, enfant, c'était circonstance de l'espèce, mais il a visé l'intérêt de l'enfant. Ce qui est très intéressant dans cette décision, c'est qu'en quelque sorte, le prénom qui est par définition quelque chose qui est donné, le given name, hein, comme mm, on dit en anglais, devient quelque chose qui est référé à mm, l'enfant lui-même, mm. au propre destin de l'enfant. La dimension assignataire tend à s'affaiblir au bénéfice encore une fois, d'un intérêt de l'enfant par rapport à lui-même. Mm. Ce qui est de la jurisprudence qui interdit les prénoms ridicules, ce que vous avez étudié également. Oui, qui va interdire les prénoms ridicules, les prénoms en fait trouvés ridicules par une partie des personnes, pas par les parents qui peuvent donner par exemple très récemment à leurs enfants, à un fils le prénom de Titeuf, mais prénom qui a été jugé ridicule par l'officier d'état civil, par le juge en première instance et puis par la cour d'appel. Mais les parents eux-mêmes ne vont pas le trouver ridicule. Donc on voit intervenir le goût et le lien entre le goût des personnes et leur position sociale. Oui, c'est ça. Alors, ce qui a changé aussi, c'est que maintenant, ce contrôle n'est plus un contrôle Hmm. étatique depuis 93, si je ne m'abuse, et c'est un contrôle du juge. C'est un contrôle du juge, puisque l'officier d'état civil, lui, peut juste avertir le procureur, mais ne peut plus interdire le prénom choisi par les parents. Oui, mais alors si on revient à cette dimension politique, il y a quelque chose de très français là-dedans, non? Cette autorité, c'est voir cet autoritarisme du prénom. Il y a un lien depuis en fait la loi du si fructidor en deux qui établit un lien très fort entre l'acte de naissance et le nom et le prénom qui peut être porté. Ce lien entre acte de naissance et nom-prénom n'est pas le même dans tous les pays. Et il y a certains États américains dans lesquels il n'est pas obligé de déclarer un prénom sur l'acte de naissance. Il suffit de dire que l'enfant de Monsieur Smith et Madame Johnson est né tel jour. Il n'y a pas d'obligation à ce que l'acte de naissance porte le prénom. En France et dans les pays qui ont été couverts par l'Empire napoléonien, il y a un lien essentiel qui se fait entre l'acte de naissance et le prénom, qui est vu aujourd'hui comme normal et naturel par les personnes. Alors dites-vous, en fait, il faut comprendre cette voie française d'assigner un prénom et un prénom, comment dirais-je, soit assez commun, Mm, relativement commun, il y a de moins en moins. Et vous dites, c'est dans le fond la même esprit que le cadastre, que la mm, monnaie, que les poids et mesures uniformes, que les lois, ouais, c'est-à-dire cette volonté napoléonienne d'organiser un pays,
de l'organiser, d'organiser aussi bien la terre que les gens, que les relations entre Et eux. d'organiser un suivi depuis le centre jusqu'aux marches éloignées de l'Empire, en formant des personnes capables d'inscrire toutes ces choses-là dans des registres. Est-ce qu'il y a une rébellion possible à travers le prénom? Le prénom peut aussi être une manière de résister, de marquer par exemple son attachement à la culture bretonne. Alors Oui. aujourd'hui, ça paraît complètement inoffensif, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais pendant longtemps, les Bretons ne voyaient aucun intérêt à ce que l'acte d'état civil lui-même porte des prénoms bretons. Puisque il y En même avait temps, il l'acte... parlait breton dans la vie. Voilà, et l'acte de naissance n'avait pas beaucoup d'influence. À partir des années 50 et des années 60, là, une des revendications, ça a été de pouvoir inscrire sur l'acte de naissance des prénoms bretons, avec l'idée que l'acte de naissance matérialise l'histoire de la personne. C'est aussi un acte militant. C'est un acte militant et ça transforme en fait l'état civil en narration personnelle. Donc ça devenait de plus en plus important pour des Bretons qui aujourd'hui sont... En fait, les bébés qui naissent en Bretagne, un quart des bébés portent un prénom qu'on trouve dans les listes de prénoms bretons. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette dimension assignataire du prénom, alors soit assignataire par l'État, soit assignataire par les parents, mais vous montrez également que un prénom comme Loïc, qui est d'origine bretonne, C'est aujourd'hui, maintenant un prénom suisse. dont il est majoritairement donné en Suisse. Mais c'est un prénom qui est allé petit à petit vers l'Est, comme une perturbation qui vient de Bretagne aussi Attention aux et comparaisons qui que va vous employez. vers l'Alsace. Et aujourd'hui, c'est un prénom du croissant Est de la France, mais ça a aussi été un des 20 prénoms les plus donnés en Suisse au début des années 2000. Parce qu'il est plus donné en Bretagne, parce que Loïc, c'est un prénom de grand-père, mais en Alsace, c'est un prénom qui est arrivé récemment, dans les années 90. Donc on voit pour certains prénoms comme ça, mais Loïc, c'est vraiment le cas le plus marquant, des prénoms qui franchissent un département par an en quelque sorte et qui voyagent. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui est exprimé collectivement cette fois-ci, non plus individuellement par les parents, ce qui est exprimé collectivement à travers le prénom. Et notamment le cas de l'Allemagne de l'Est, qui est extrêmement intéressant de ce point de Oui, vue-là. parce que donc la coupure était une coupure, on va dire, artificielle au départ, pas une coupure culturelle. Et il y a eu une volonté de la part des autorités d'Allemagne de l'Ouest et d'Allemagne de l'Est de construire des cultures différentes. L'Allemagne de l'Ouest regardant vers les États-Unis, l'Allemagne de l'Est étant censée regarder vers Moscou. On s'aperçoit que les prénoms qui sont donnés en Allemagne de l'Est ne sont pas des prénoms culturellement rattachés à l'Est, pas du tout. Ce sont plus qu'en Allemagne de l'Ouest des prénoms qui se tournent vers les États-Unis et le monde Les prénoms anglo-saxon. anglais. C'est ça. Et donc, en quelque sorte, le peuple de l'Allemagne de l'Est, qui n'existe plus aujourd'hui, exprime une sorte de résistance, une forme de résistance. Peut-être il exprime une forme de résistance collective. Sans donner le nom. Il se trouve que aussi dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest, les prénoms anglo-saxons depuis les années 60-70 connaissent une vague importante, que ce soit en Belgique, en France, mais aussi en Allemagne de l'Ouest, même si c'était moins important qu'en Allemagne de l'Est. Et réciproquement, dites-vous, il y a un certain nombre de prénoms américains, de femmes notamment, qui sont des prénoms français. On va trouver ça, le cas de la femme du président américain, c'est Michel. Oui. Michel le français, avec l'orthographe française. Oui, sauf qu'il n'y a pas d'accent, c'est deux L, je pense. Oui. Et donc, il y a ces regards croisés, on pourrait dire. Ces regards croisés, surtout aussi pour les prénoms des filles qui, depuis plusieurs siècles, sont des prénoms qui voyagent en fait dans toute l'Europe. Il y a plus de proximité entre pays dans les prénoms qui sont donnés aux filles. Les parents se permettent pour les filles un peu plus d'exubérance que pour les garçons. Mais est-ce que le prénom a encore autant d'importance quand on voit le rôle que joue le numérique dans le contrôle et l'organisation aujourd'hui d'un peuple, où le numéro d'identification de la sécurité sociale est par certains côtés plus important qu'un prénom. Pour l'État, en tout cas pour l'État, pour toutes les administrations, il est un numéro d'identification est beaucoup plus facile pour identifier un individu. Pour les personnes, le prénom reste quand même une manière synthétique de se présenter, puisque ça donne le sexe, ça donne plus ou moins l'âge, ça donne une ethnicité au moins revendiquée par les parents ou une religion. Mais l'État
ne va pas abandonner le contrôle sur les prénoms, même si les juristes disent que le prénom a une fonction juridique secondaire. Alors, je rebondis sur la première phrase de votre conclusion où vous citez le géographe américain Wilbur Zelinsky qui écrit que chaque prénom est un poème d'un seul mot dans un langage indéchiffré, qui est une superbe formule, et on voit cette sorte d'affrontement extrêmement symbolique de notre modernité entre, d'une part, un prénom qui raconte quelque chose, qui raconte une histoire, peut-être une histoire qui n'est pas écrite, une histoire qu'on aimerait, dans laquelle on aimerait que sa progéniture s'inscrive, qu'elle se transforme en destin pour lui, et d'autre part, ce langage indéchiffré, parce qu'il va se construire tout au long d'une vie, et le chiffre qui traduit cet appauvrissement d'identité, finalement, d'identité administrative. On voit simplement dans le prénom cet affrontement, ce passage, cette tension entre un mot qui raconte, un chiffre qui assigne dans une série. Ou qui va chercher à identifier. Pour l'État, le binôme nom-prénom était important pour identifier des individus et non plus des collectifs. Aujourd'hui, le numéro d'identification, le numéro INSEE suffit. Alors, je pense à ce que dit Derrida sur le passage de l'individuel au dividuel, où il dit l'individuel, eh bien, c'est ce qui est rapportable à une personne. Le dividuel, c'est lorsque l'identité devient un élément dans une série. Et aujourd'hui, dans une pensée statistique du monde, eh bien, le cas, l'affaire, le nom n'est important que comme un élément d'une série. C'est ça que finalement nous dirait ce passage du prénom et du nom au numéro identifiant. En tout cas, de mon point de vue, du point de vue du sociologue qui travaille sur les statistiques, il est très intéressant de voir qu'il est facile de grouper les prénoms ensemble et de voir que même si les parents font un choix individuel pour leur enfant, essayer de le personnaliser, parfois même avant la naissance en choisissant un prénom, et ils ne sont jamais les seuls quasiment à faire ce choix. Ils vont le faire comme... Et ils s'étonnent à chaque fois, comme leurs voisins ou leurs collègues. Ce que vous décrivez, d'ailleurs vous insistez beaucoup là-dessus à la fin de votre ouvrage, c'est le propre des phénomènes sociologiques. On pense exercer sa liberté, et en réalité, on répond à des lois sociologiques. C'est le cas du mariage, c'est le cas du suicide pour le célèbre livre de Durkheim, c'est le cas donc aussi du prénom. Avec cet intérêt que chaque prénom est un peu différent. Victoire, c'est pas tout à fait Victoria. Angelica ou Victorine. Angelica, c'est pas tout à fait Angélique. Et donc les parents vont, les prénoms vont faire des petits groupes de personnes, tous un peu différents, mais qui se rattachent par certains côtés. On peut le voir, et je vais juste donner un exemple, quand on regarde les résultats au bac en fonction des prénoms. On voit des prénoms qui sont associés à des très grandes proportions de mentions très bien, et des prénoms qui sont très peu associés à des mentions. Donc on voit que il y a des groupes sociaux derrière chaque prénom qui sont des groupes sociaux un peu différents les uns des autres. Bien sûr que de la même manière que les juges des enfants s'amusent à dire qu'il y a des prénoms d'enfants battus, c'est-à-dire qu'il y a des prénoms qui, de manière assez terrible, assez tragique, désignent une certaine catégorie de familles qui prédisposent à des problèmes sociaux. Ça voudrait dire que pour vous, Baptiste Coulmont, il y aurait une sorte de mondialisation du prénom à travers le A terminal du prénom féminin? Alors, je suis pas sûr qu'on le retrouve dans tous les pays. Je pense qu'on les retrouve dans les pays on va dire du pourtour méditerranéen, où le A a pu servir de désignation du sexe des personnes. C'est peut-être dû donc à des formes de migration. Et puis aussi, c'est dû à l'abandon des autres formes qui servaient à désigner les filles. Les et, les in, les i, toutes les Virginie, Nathalie, etc. sont moins fréquentes aujourd'hui qu'avant. Donc, face au caractère démodé des autres terminaisons, le A finit par l'emporter. Alors, il y a aussi une vieille procédure je ne sais pas si elle existe encore, qui était la procédure en relèvement de nom. Alors, c'est plus le prénom, mais la procédure de relèvement de nom. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine, vous pouvez expliquer à nos auditeurs peut-être un patrimoine patronymique. Très important en France, d'ailleurs, en plus.
important en France, et puis surtout avec le fait que c'est lié au fait que l'État en France a dissocié le nom de famille et le prénom. Ce qui n'est pas le cas partout. Dans d'autres pays, on change son nom et son prénom par la même procédure. En France, puisque pendant longtemps, on pouvait changer son nom de famille, mais on ne pouvait pas changer son prénom, deux procédures se sont mis en place et ne se retrouvent toujours pas. Aujourd'hui, par exemple, changer de prénom, ça prend quelques mois. Et ça se passe devant le juge aux affaires familiales. Oui, alors que changer de nom de famille, ça peut se faire pour certaines raisons, dont le relèvement de nom quand tous les porteurs du nom de famille ont disparu. Et ça se passe, si mes informations sont correctes, auprès d'un bureau du Sceau au ministère Absolument. de la Justice, avec un contrôle par le Conseil d'État. Absolument. Et le seul passage drôle de la lecture du journal officiel et bien sûr, ce sur quoi se précipite, c'est le changement de nom pour trouver des noms ridicules dont les gens veulent se débarrasser. Avec l'intérêt que les changements de nom, du coup, sont publics, par publication journal officiel. Les changements de prénom ne le sont pas. Le prénom est vu comme quelque chose de beaucoup plus privé que le nom de famille. Oui, bien sûr, Baptiste Coudemont, mais vous dites aussi, et ça on n'a pas eu le temps d'aborder, parce que dans le fond on est en dehors du droit, on est dans le non-droit, c'est la question du surnom ou la question du changement de nom spontané. Je n'aime pas mon prénom, je me fais appeler différemment et pour tout le monde. Et là aussi c'est un usage qui est une forme de résistance qui était très anciennement. Oui, parce que la loi du 6 fructidor 2 interdit l'usage de prénoms et de noms qui ne sont pas ceux de l'acte de naissance. C'est ça. Alors qu'en réalité, c'était la pratique, une manière de se nommer entre soi, qui était très reconnue de toutes les communautés fermées. C'est une manière de pouvoir s'identifier sans que les autres puissent vous identifier. Oui. Alors, avec le fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que tous les abonnements téléphoniques, toutes les cartes d'identité que vous avez sur vous, les cartes scolaires, Elle redouble cette assignation. Oui. Et elle se base de plus en plus sur des papiers qui vont se baser sur l'acte de naissance. Donc on voit arriver des personnes dans les tribunaux qui disent « J'ai eu pendant 50 ans un prénom d'usage, mais maintenant ma caisse de retraite dit « Mais vos papiers, ils ne sont pas tous à ce prénom-là. » Donc rectifiez, s'il vous plaît, votre identité avant la liquidation de votre retraite. Ce qui montre la dimension normative de toute, notamment électronique, notamment par le biais de l'électronique, cette dimension normative où on doit se plier, se lier au prénom qui a été celui donné par l'état civil. Avec le fait que les personnes peuvent s'appuyer sur certaines institutions contre d'autres. Par exemple, l'administration des impôts est connue pour accepter un prénom d'usage, puisqu'on donne de l'argent aux impôts. Les caisses de retraite qui doivent vous verser de l'argent sont beaucoup plus rétives. Les banques acceptent. Toutes les institutions auxquelles vous versez de l'argent vont accepter un prénom d'usage. Les autres vont moins l'accepter. Et les personnes vont s'appuyer sur certaines institutions pour appuyer leur demande auprès des juges aux affaires familiaux. On pourrait dire, pour vous plagier, qu'on assiste à une électronisation des identités de papier. C'est que finalement, cette identité de papier prend une solidité grâce à l'électronique. Oui, maintenant, on a un vêtement de papier qui est beaucoup plus un vêtement d'électrons qui sert à nous identifier. Eh bien, on terminera sur cette pensée futuriste. Baptiste Coudemont, merci. Merci. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Laetitia Coya et à la technique Michel Mestre. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant 500 jours à la page du bien commun sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la loi contre la traite des êtres humains avec Bénédicte Lavaux-Legendre qui a travaillé sur le cas spécifique des prostituées nigérianes en France. Mais tout de suite, place à Question d'éthique, l'émission de Monique Cantos-Perbert.